Bonjour, on commence. Je m'appelle Bianca Briccio et je suis professeure adjointe à l'École de leadership, écologie, équité. Je vous souhaite un chaleureux bienvenue à tous et à toutes. Avant de commencer, nous aimerions faire la reconnaissance territoriale de l'Université Saint-Paul. Kakina, bonjour à vous tous et toutes. Bienvenue. Nous aimerions reconnaître que l'Université Saint-Paul est située sur le territoire ancestral des Anishinabek, lequel n'a jamais été cédé. Nous souhaitons honorer les Anishinabek, premier peuple de terre et des eaux qui traversent la vallée de la Kichisibi depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons que le site de la ville d'Ottawa sert de résidence pour les Anishinabek, de lieu de cérémonies spirituelles, de rassemblement culturel et d'échange entre les premiers peuples. Aujourd'hui, ce même esprit de paix et d'amitié façonne les relations entre les peuples autochtones et non autochtones de tous les horizons. L'École de leadership, écologie et équité est vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour notre série Être un leader, rencontre du midi. Une fois par mois, nous rencontrons un ou une leader organisationnelle et communautaire pour réfléchir aux enjeux de la transformation sociale dans un monde complexe et pour mieux apprécier les ressources dont nous disposons pour agir au sein de cette complexité. Gabrielle va partager dans le chat avec vous notre page de Facebook, LinkedIn et YouTube. Elle aussi, Gabrielle Dupuis sera à la technique. Vous pouvez lui écrire un message privé. Quelques consignes avant de commencer. Cette rencontre est enregistrée et sera mise en ligne sur le compte YouTube de l'École de leadership, écologie et équité. Nous partagerons le lien après la rencontre. Si cela vous est possible ou souhaitable, nous vous invitons à garder vos caméras ouvertes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat ou à lever votre main pour intervenir. Nous allons discuter en français, mais notre équipe est bilingue et nous accueillons aussi vos questions en anglais si cela est plus confortable pour vous. Alors, je laisse la parole à ma collègue Nawel Midi qui va vous présenter notre invité d'aujourd'hui. Merci. Bonjour, oui, Adeline, j'espère que tu vas bien. C'est un grand plaisir de te rencontrer aujourd'hui et de pouvoir partager cet espace avec toi. Alors, tu nous parles de Equanichit, je pense? Oui. Alors, bienvenue, puis bienvenue à toutes les invités qui se sont jointes à nous aujourd'hui, joints à nous. Alors, une courte introduction et je te laisserai compléter parce que je ne peux pas présenter une biographie complète de toute ton expérience, mais j'aimerais dire en premier lieu que Adéline Basile est une maman de 4 enfants, une grand-mère aussi de 3 enfants, de 3 petits-enfants. Adéline a une grande expérience au niveau de la gestion de dossiers importants dans sa communauté, 25 ans d'expérience dans le domaine de l'habitation, dans le développement durable aussi. Elle a tout un dossier, une expertise académique, a fait différents diplômes. Elle est actuellement en train de finir un baccalauréat en droit à l'Université d'Ottawa. Et pour la mise en œuvre de toute cette expérience, elle est aujourd'hui vice-chef de la Première Nation des Inuits et Equanichit. Et il y aurait encore beaucoup à dire. Adéline est également une écrivaine. Elle a écrit des textes et elle est en train de préparer un livre qui porte justement sur la culture Innu, sur la cosmogonie Innu et qu'est-ce que cette cosmogonie nous apporte aujourd'hui en tant que norme pour faire face au changement et à la destruction aussi de la terre-mère de Chikawinouassi. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose d'autre à cette biographie incomplète, Adéline? Euh, oui, bonjour tout le monde. Je suis heureuse de passer l'heure de dîner avec vous. Je vais me présenter. J'habite la communauté, je suis membre de la communauté de Equanichit, Equanichit Mingan, qui se situe à l'est de la province de Québec. Parmi
les 9 autres communautés autochtones Innu, de la nation Innu. Puis c'est ce que je vais aborder dans ma conférence, là, le territoire Innu dont on occupe depuis des millénaires. Et donc, j'ai effectivement 3 petits-enfants, deux garçons et une petite fille. J'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille, puis ils sont tous en âge adulte, parents. Et puis, c'est ça, je vais compléter mon bac avec l'UQAC, avec mon dernier cours, des cours d'été que j'ai pris parce que j'avais déjà 3 certificats à mon actif, mais sauf que parmi un des cours qui n'a pas été reconnu, fait que j'ai dû pour reprendre, mais faire un autre cours de 3 crédits. Et puis, c'est avec ça qu'il va compléter. Entre autres aussi, j'ai mis mon projet d'études pour l'Université d'Ottawa en stand-by, dû au fait que les membres de ma communauté m'ont élu aux dernières élections en septembre 2021. Ce qui fait que j'ai 2 ans complétés. Il me reste une dernière année pour faire mon bac en droit civil. J'entreprends aussi des études pour l'ENAP, l'École nationale de l'administration publique, dont j'avais l'intention de faire une maîtrise. Je prends un cours par session juste pour faire activer mes neurones, développer des choses dans ma communauté, ce qui serait bon au niveau administration, gestion, et au niveau politique aussi avec mon chapeau de membre élu, le vice-chef. Puis je travaille aussi à temps plein comme chargée de projet développement durable. J'ai dû laisser le secteur de l'habitation étant donné que le projet d'études à l'Université d'Ottawa demandait 3 ans d'absence de ma communauté et donc j'ai dû laisser mon poste de direction à l'habitation et aux immobilisations pour justement entreprendre des études à l'Université d'Ottawa. Et donc, mon employeur a modifié mon contrat pour que je reste comme chargée de projet développement durable. Puis dans ce projet de mon contrat de travail, je voulais aussi amener des choses que la communauté puisse prolonger faire la pérennité des traditions autochtones à l'intérieur des projets de développement durable. Mm. Fait que, c'est à peu près ça, je vous dirais. J'ai plusieurs projets en tête. Mais je continue encore. Ben là, je suis rendue à ma 3e année de mandat. On termine nos mandats à la fin août parce qu'on va en élection en septembre 2024 pour un autre 3 ans. C'est des mandats de 3 ans. Ben, merci. On constate, je me demande si tu réussis à dormir à travers tout ça sans parler du va-et-vient de toute la route que tu fais à partir de Equanichit jusqu'à Ottawa et tes déplacements aussi en tant que vice-chef. Alors, chapeau. Mais peut-être qu'on va revenir un petit peu plus sur ton travail actuel et sur la vision aussi que tu portes pour ta communauté. Avant ça, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire, Adéline, qui est une histoire extrêmement riche, où tu as grandi, ta relation avec le Nitassinan, avec le territoire non cédé Innu, avec la terre-mère Chikawinu-Assi, tes ancêtres aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui t'a forgé, de ce qui t'a amené à aujourd'hui porter ces savoirs et les mettre en œuvre dans ta communauté? Oui, moi j'ai été adoptée, je suis une enfant adoptée. C'est la décision de mon grand-père paternel qui a décidé que je serais l'enfant de ma tante Anne-Marie. C'est la grande sœur de ma mère biologique Monique, qui à la 16e journée de naissance m'a pris dans sa famille, puis je suis restée dans ma famille adoptive durant tout ce temps. Et puis, j'ai quand même partagé aussi des moments avec ma famille biologique.
une partie de ma vie. Puis je faisais les deux. Je m'en allais des fois vivre avec mes sœurs et frères dans ma famille biologique, puis je restais aussi dans ma famille adoptive. Je vous dirais que ma famille adoptive, mes parents adoptifs Anne-Marie et Joseph n'ont pas fréquenté de pensionnat, tandis que mes parents biologiques ont fréquenté le pensionnat. Et donc, ma mère biologique et mon père biologique savaient lire et écrire le français. C'est ça qu'ils avaient appris dans le pensionnat, tandis que mes parents ne savaient pas lire le français et ne savaient pas écrire. Et donc, de cette famille-là, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont légué, qui m'ont transmis des savoirs, des connaissances et des valeurs autochtones Innu. Et donc, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup appris aussi de mes parents biologiques. J'avais deux familles. Et donc, cette richesse-là qu'on, qu'on m'a donnée, que la vie m'a donnée, fait que j'ai comme acquis quelque chose de formel, pour justement, comme exemple, de terminer les études. Ça, c'était, quelque chose que ma mère biologique voulait, pour ses enfants. On était 9 enfants, dans ma famille biologique. Puis, ma mère souhaitait que tous ses enfants finissent, aient un diplôme en main. Fait que ça m'a toujours resté ce, ce, ce souhait-là de ma mère. Et tandis que ma mère, dans son souhait, c'était, actuellement, mes parents sont tous décédés. Ma mère voulait que j'aie la connaissance, le savoir de comment on travaillait sur la peau, puis comment qu'on nettoyait le gibier, comment qu'on faisait toute la conception, la cosmologie de ça, ben c'est mes parents adoptifs. Et puis, je vais juste vous montrer quelque chose ici. J'ai ici le tibia du caribou. Et donc, ça, c'est quelque chose que ça m'a toujours été, il était toujours pas loin de moi, malgré l'encouragement de mes parents biologiques à aller suivre des cours. J'avais comme deux choses à accomplir. L'aspect de la formation académique, dont je suis encore dedans, et l'aspect aussi de la transmission des savoirs ancestrales millénaires de mes parents. Fait que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette juste équilibre-là à faire dans tout ce que je fais, même à l'intérieur de ma vie, mes responsabilités politiques. C'est ce qui, puis de toujours garder le territoire en premier. C'est toujours le respect avec les traditions et le respect avec la coutume. C'est ça qui fait que je garde toujours, j'ai toujours pas une pensée, mais quelque chose qui m'anime à l'intérieur de moi. Il faut pas que j'oublie ça. Il faut pas que je mette de côté ça. Il faut toujours, tu sais, je trouve cet équilibre-là en dedans de moi pour justement faire un horaire adapté à ce que je dois poser comme geste ou je dois comme mettre des actions au niveau politique afin de faire valoir qu'on existe, puis l'authenticité avec tous les savoirs qu'on détient de par nos parents. Et puis cette relation-là, il faut qu'on la préserve. Comment est-ce qu'on peut préserver la relation avec le Ticaraïno aussi? C'est en étant au territoire. Si, admettons, aujourd'hui, avec la loi sur les Indiens qu'on nous a imposé, c'est-à-dire de rester à l'intérieur des réserves, mais l'appel est toujours là, l'appel au territoire, là, parce que notre épicerie autochtone, là, Innu, se trouve dans le territoire principalement. On consomme le caribou, on consomme le castor, on consomme le lièvre, on consomme comme pour les poissons, c'est la truite. On consomme beaucoup de choses qui vit en territoire.
on ne retrouve pas dans les terres de réserve ici à quelques kilomètres carrés qu'on est qu'on est ici à l'année longue. Fait que ça, c'est un appel qu'il faut combler. C'est depuis le fait qu'on a été comme mis sous ce régime-là de la loi sur les Indiens, à l'intérieur qui sont venus les pensionnats qui ont fait comme la coupure de cette transmission-là, de la transmission des savoirs. Certains parents n'ont pas pu transmettre et donc, moi, je me dis que en ma personne, je me trouve chanceuse parce que j'ai eu des parents qui sont allés en pensionnat, puis j'ai eu des parents qui ne sont pas allés en pensionnat. Fait que j'ai pu joindre les deux, puis j'arrive toujours à faire quelque chose avec le sens de l'éducation, que c'est important de suivre, de suivre la formation, d'être diplômé afin de faire développer notre communauté, puis de comprendre aussi la situation, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur de la communauté, au niveau national et international. Et donc, cet aspect-là est important. Est aussi important pour les impacts qu'il y a sur le territoire ancestral. Pour justement, comme là aujourd'hui, l'heure actuelle, c'est le caribou. Le caribou dont le gouvernement veut émettre le décret et tout ça. Puis ça, c'est quelque chose dont le fait que nous connaissons que nous sommes en lien étroit avec la relation des maîtres esprits, ça, c'est quelque chose que les manuels scolaires n'ont pas, il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus sur les maîtres esprits dans lesquels nous sommes liés. Et donc, avec le maître esprit qui, encore aujourd'hui, est toujours présent, malgré que la communication directe qui a été faite avant la venue ici de la 138, avant la venue de l'Internet, du téléphone et tout ça, ça, je parle autour des 1850-1840, à peu près à la Deuxième Guerre mondiale. Nos ancêtres faisaient la tente de Kuchapadran. Le Kuchapadran, c'est une tente tremblante. Et puis, cette communication-là, qu'on avait un lien direct avec le maître esprit, c'est là qu'on pouvait entretenir cette relation. Et le fait que le maître esprit se donnait par les animaux qu'on consommait, les castors et tout ça, le saumon, l'otard, il est présent partout. Et puis, cette relation-là qu'on avait, c'est de consommer, puis il y avait cette relation-là avec trois buts précis qu'on n'aborde pas souvent dans la littérature française, peut-être la littérature anglaise, mais dans la littérature française, ce n'est pas vraiment abordé. Fait que cette relation-là nous permettait de nous vêtir, de se nourrir, puis d'en retirer les médecines traditionnelles. Parce que la médecine que porte l'animal, étant donné que l'animal vit en territoire, qui consomme les feuillages, tout ça, c'est très biologique, puis tout est fait en fonction de ça, puis c'est ça que nous autres, on consomme. Fait que la plupart des gens de la communauté, cette cassure-là, cette transmission-là ne s'est pas bien fait, ne s'est pas rendue à la génération suivante. Puis je crois que je pense que je sors un peu de la discussion, mais je voulais quand même apporter cette nuance-là face à la terre-mère qui nous nourrit de par la médecine aussi avec la cueillette qu'on fait. Toutes les sapins, donc du sapin, tout ça. Fait que je voulais faire un parallèle avec ça. Et puis, dans mon travail, en ce moment, comme chargée de projet développement durable, j'ai depuis 7 ans maintenant que le projet de compostage existe. Cependant, je n'ai pas encore réussi à
a annexé le fait que les animaux, tous les ossements d'animal, il faut les remettre dans le territoire, les accrocher dans un arbre en guise de remerciement au maître esprit et en guise de lui dire qu'on a un très grand respect envers lui. Fait que ça, je voulais l'attacher dans le projet de compostage, puis je n'ai pas encore réussi parce que les objectifs du compostage doivent répondre aux objectifs du bailleur de fonds qui nous donne le financement pour pouvoir faire le projet. Et donc, cette petite annexe-là, je ne l'ai pas encore mis dans la pratique, mais d'après les sondages qu'on avait effectués, il y a une certaine partie, je vous dirais peut-être pas 50% de la population, un peu moins, qui reconnaissent que cette pratique-là devrait être revenue dans les pratiques-là. Parce que le compost, les gens font la collecte, ils vont dans chaque maison pour collecter les matières organiques. Et donc, ça, c'est des choses que je voudrais intégrer afin que cette pratique-là, cette coutume-là ne soit pas oubliée, qu'on fasse revivre cette pratique-là pour, ça nous identifie, c'est quelque chose d'identitaire à nous particulièrement, à la nation Innu. Et puis l'autre chose aussi que au niveau de la politique, ça c'est quelque chose de vraiment de faire le jumelage entre la loi sur les Indiens et les pratiques, parce que les gens font encore des séjours de 3 mois à l'intérieur des terres, ils s'en vont à l'automne et reviennent aux périodes des fêtes ou après les fêtes pour certains. Puis ça aussi, la loi sur les Indiens n'avait pas prévu cette vie-là nomade qu'on avait. Il nous a transformés pour avoir une vie sédentaire, 12 mois par année sur des réserves. Et donc, cet attachement-là est toujours resté. Mais ça n'a pas été compris par les gouvernements. Il n'était pas compris par les décideurs qui nous avaient imposé cette loi-là et cette façon de vivre-là. Et donc, qui pourrait faire mieux que de le faire comprendre? Mais c'est les élus que j'essaie de faire la pratique de faire un échange avec les décideurs du gouvernement afin de leur dire que notre vie n'est pas juste à l'intérieur de nos réserves qui ont été créées puis qui a été imposée, la vie aussi, la vie en territoire, parce que l'attachement et le lien avec une Chicarino aussi se situe aussi à l'extérieur des limites de la réserve. Et donc, c'est cet aspect-là que, étant donné que nos dirigeants actuels sont âgés autour de, je vous dirais à peu près un chiffre comme ça, autour de 65, 70 ans, euh, ces personnes-là ont été au pensionnat. Et donc, dans la mentalité des gens, il faut qu'on suive, il faut qu'on respecte ce que le ministère nous dit. Il faut qu'on suive les directives du ministère. Il faut, c'est ça. Cette pensée-là est toujours restée, étant donné qu'ils ont fréquenté les pensionnats, cette pensée-là de toujours se soumettre, de toujours être en dessous mais notre identité n'est pas ça. Notre identité, c'est ça. Ça, il faut aller chercher le caribou qui vit plus au nord. Il ne vit pas autour de la réserve. Lui, il vit au nord et il faut aller chercher au nord. Ça veut dire que la loi sur les Indiens, on sort de la loi sur les Indiens pour aller chercher le caribou dans lequel il faut nourrir notre famille. Parce qu'à l'intérieur de la chasse du caribou, il y a toutes ces valeurs-là de l'entraide, du partage, du respect. Toutes ces valeurs-là tournent autour du caribou puis des autres animaux. Quand les chasseurs vont chasser en territoire, ben, ils arrivent avec les fruits de leur chasse et nous partagent. Là, j'ai eu un saumon avant hier, il est dans mon congélateur. Puis quand je vais le cuire, je vais demander à d'autres personnes de venir manger avec moi le saumon. Et il y a 2 semaines,
mon frère avait fait fumer le saumon dehors chez lui et il m'a invité avec d'autres membres de mes sœurs. Fait on a partagé le saumon, on a mangé ensemble, on a échangé. Ça rassemble et ça solidifie les valeurs et ça solidifie notre appartenance aux coutumes de toutes ces traditions-là ancestrales et millénaires que nos parents nous ont inculquées. Et donc, à travers toutes ces choses-là que nos cousins, nos oncles font, ben, ça nous ramène à l'essentiel. L'essentiel est de passer du temps et de partager, de vivre des gens autour de nous, des proximités. Donc, aujourd'hui, la proximité n'est pas vraiment présente. Aujourd'hui, avec toute la COVID qu'on a connue, la COVID-19, c'était la distanciation. Et aujourd'hui, ben, il faut se rapprocher. Puis la proximité des parents aux petits-enfants, c'est très important. C'est le lien. Le lien est là. La sécurité, si on parle de sécurité culturelle, est-ce que les gens comprennent vraiment c'est quoi la sécurité culturelle? Ça, c'est une autre chose dont je constate. Et puis, je sais que le temps coule, là, le fil. Et puis, juste le fait que, tu sais, le printemps, il y a des façons qu'on pratique à l'automne. Il y a d'autres choses qu'on fait en hiver, d'autres choses qu'on fait au printemps et d'autres choses qu'on fait en été. Comme là, cet été, là, ça va être la période où on laisse les animaux se reproduire, tout ça. C'est une saison, comment en pause. Les gens ne chassent pas le petit gibier, ni le grand gibier, ils ne le chassent pas. Et on va juste aller pêcher. Le saumon va rentrer dans nos rivières, là, au mois de juillet prochainement. Là, on va voir sauter le saumon à la rivière ici, pas loin. Et puis, c'est ça, on suit le fil des saisons selon ce qu'on consomme. Puis, ça va être la période aussi de la cueillette des petits fruits sauvages. On va cueillir les fraises, on va cueillir les bleuets. Puis, c'est à l'intérieur de cette cueillette-là aussi qu'on peut aller chercher la médecine traditionnelle. Puis, c'est ça qui fait que c'est selon les saisons. L'automne, ben ça, c'est la préparation. Les chasseurs vont se préparer pour aller maintenir puis établir des relations avec les maîtres esprits. Parce que les maîtres esprits, ben, il y a plusieurs maîtres esprits. Le grand maître, c'est Papa Cassim. Puis c'est ça, il faut maintenir cette relation-là pour qu'on puisse encore manger le caribou, qu'on manger le castor, le lièvre, la perdrix, et tout ça pour qu'on puisse en retirer les avantages et les bienfaits de tous ces animaux qu'on consomme. Ça, c'est le maintien puis le respect aussi. Il faut pas oublier que, tu sais, comme là, on va manger le saumon, mais toutes les arêtes du saumon, on va les retourner dans l'eau parce que le saumon vient de l'eau, puis l'esprit maître est Misnah. Fait qu'en guise de remerciement à Misnah, indépendamment des animaux qui sont à quatre pattes puis qui sont sur la terre ferme, mais Snak, lui, c'est le maître animaux des animaux aquatiques. Et donc, le, ce qu'on va manger, comme là, je vais manger le saumon, je vais partager avec mes autres membres de la famille, et puis tout le reste, là, je vais les retourner à la rivière. Ceci pour que, en guise de remerciement, en guise de respect, et donc les arrêts qui vont être mis, mais d'autres petits poissons vont pouvoir se nourrir de ces arrêts, comme les ossements dans la forêt, dans le territoire. Et puis, c'est ça qu'il faut, tu sais, tout ce maintien-là, je l'ai appris de mes parents. Puis ma grand-mère, elle est la seule grand-mère que j'ai connue, c'est ma grand-mère paternelle. Elle avait tu sais, le respect de faire les choses bien, de le bien faire. Comme là, le matin, en se levant, me disait, Adeline, il faut que tu remercies les Tsemanto
pour pouvoir faire ta journée. Tu t'as passé ta journée, ta nuit à dormir, mais là, aujourd'hui, faut que tu le remercies. C'est la première chose à faire le matin en se levant, de faire le remerciement. Et puis, c'est comme ça que passe ta journée. Ce lien-là, à Tsemento, ce lien-là, et c'est des choses peut-être banales pour certains, mais c'est des choses pour l'équilibre et le sentiment de, tu sais, qu'on est une personne, qu'on est juste de passage dans la vie, sur la terre, tu sais, nous sommes nés, puis on va repartir. À un moment donné, on ne sait pas quand, mais on va repartir. Puis tout ce qu'on va faire, ben, on va le faire de façon à respecter l'autre, à se respecter et à maintenir ces valeurs-là de partage et d'entraide comme on les a appris. Fait que ça, c'était la sagesse de ma grand-mère Anité. Puis, tu sais, elle était toujours présente, puis elle était toujours disponible. Ça, c'est quelque chose que les gens, des fois, oublient. La disponibilité est disponible pour ton petit-fils, est disponible pour ta petite-fille. Quand elle a besoin, oui, il faut que tu sois disponible. Fait que ça, ce lien-là, là, ce lien d'attachement, c'est pour ça que les parents, les grands-parents, quand ils viennent grands-parents, c'est, tu sais, des fois, ça a une absence à la cassure à cause des pensionnats qui sont venus comme arracher les enfants de nos grands-parents. Puis c'était, je pense, une époque je vous dirais, je vous mettrai pas de mots là-dessus, mais qui a été très pénible pour nos grands-parents parce que ma grand-mère paternelle a eu aussi cette expérience-là que ses enfants lui ont été arrachés pour les amener au pensionnat. Puis ma grand-mère était silencieuse, elle regardait par la fenêtre, puis des fois elle disait rien. Mais quand elle disait quelque chose, il fallait toujours être à l'écoute. Parce que c'est ça qui fait ça, la sagesse, tout ce qu'elle a vécu comme expérience, ça l'a marqué. Et puis c'est avec ça aussi qu'elle a dû vivre aujourd'hui. Puis la disponibilité, c'était quelque chose de humble chez elle. Et puis, le fait que ma mère adoptive m'a légué aussi, c'est le fait que quand quelqu'un fait quelque chose, il faut toujours l'encourager. Peu importe si elle n'a pas réussi, peu importe si elle a, il faut toujours l'encourager. Il faut jamais le dire que, tu sais, on connaît pas ce que vit cette personne-là, puis elle a dû peut-être passer une mauvaise journée, elle a dû peut-être penser quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais il faut toujours encourager. Celui et celle qui vient, qui voit, bon, oui, tu as bien fait ça, oui, tu as bien travaillé, il faut toujours, parce que c'est un sentiment que le développement personnel, émotif et spirituel de la personne, il faut que ça soit toujours en constante évolution. Et donc, maman, c'est ce que j'ai retenu beaucoup de chez elle. Quand quelqu'un venait apporter un pot de caribou, quand la madame disait, est-ce que tu peux vérifier si c'est bien fait? Puis là, elle disait, oui, oui, c'est bien, mais il faut ajouter des choses. Ben, fais pas ça de cette façon-là, tu vas le faire comme ça. Elle a enseigné, elle transmettait d'autres choses à cette madame-là qui venait la voir. Puis tous nos aînés aujourd'hui, on appelle mettons, les services sociaux, les personnes âgées. Les personnes âgées, c'est juste un statut de personne âgée des gens ils ont une diminution de mobilité. C'est juste un statut pour eux autres avec les services. Mais nos autres, ces personnes-là c'est des points, je vous dirais, de consultation, c'est des points de repère pour pas qu'on puisse s'égarer. Puis c'est des personnes, une madame ici qui a 92 ans, elle est encore lucide, elle est très lucide, elle raconte encore des histoires de son enfance, la manière dont elle s'est mariée, la manière dont elle a eu des enfants, la manière dont elle a accouché en territoire parce que beaucoup de nos parents, nos grands frères, grandes sœurs sont nés en territoire.
Mon frère adoptif il est né au mois de octobre. Et où est-ce qu'on était au mois d'octobre? Les gens partaient à la fin de l'été, quand ils avaient fini de préparer les raquettes, les canots, les rames, les haches, tous les outils qu'ils avaient besoin. À la fin de l'été, ben, ils commençaient à aller en territoire pour séjourner 10 mois par année. Puis, mon frère est né dans le Nouveau-México, dans le territoire, au mois d'octobre. Et est-ce qu'il y avait des hôpitaux à ce moment-là? Non. Est-ce qu'il y avait des médecins à ce moment-là? Non. Fait que c'était des sages-femmes avec tout leur bagage de connaissances médicinales qui faisaient les accouchements. Les sages-femmes, dans tous les groupes où est-ce que les gens partaient en famille, en groupe, il y avait toujours une sage-femme quand il y avait une femme qui était enceinte. Fait que c'est la sage-femme qui veillait à la santé de la femme enceinte avant, pendant et après. Puis aussi s'occuper des nourrissons quand le bébé était né, qu'est-ce qui devait être fait. Fait que tout ça, là, c'était toute une organisation, toute une structure qui était très bien organisée. On était très bien organisé, puis on est très bien structuré. Puis au niveau de tout l'approvisionnement, comment est-ce qu'on va faire pour regarder les aliments, toute la conservation, les moyens de conservation, c'était toute une gestion. Puis en territoire, on n'avait pas de déchets comme on en a aujourd'hui, des déchets domestiques. On n'en avait pas. Fait que les gens, quand ils se déplaçaient d'un campement à l'autre, c'était tout nettoyé, il n'y avait rien qui traînait pour que le prochain qui arrivait puisse s'installer comme s'il n'y avait jamais eu de campement avant. Fait que tout était nettoyé pour changer de camp. Puis tout, il n'y a pas eu de choses qui étaient laissées au hasard, sauf pour la conservation des aliments, comme la viande séchée, la viande réduite en poudre, toutes ces choses-là qui ont été pensées en fonction de la survie. Et donc, ces moyens de préservation-là, ben, se sont restés. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'est développé. Les moyens de communication, il y en avait aussi. Puis, tout ça, ça tout c'est tout en lien avec la vie et la survie en territoire. L'entraide, les valeurs, l'empathie, et puis comment qu'on pouvait régler les choses, c'était par consensus, et puis les décisions et tout ça, c'était tout, il y avait un territoire avant la venue de la 138 qu'on appelait le Mousquaro, puis c'est dans le Mousquaro que t'es décidé tous les mariages, l'été, c'est les grands-parents qui décidaient, bon, ma fille va marier un tel. Puis pourquoi qu'ils décidaient? Parce qu'ils vérifiaient s'il y avait la consanguinité, afin qu'il n'y en ait pas, et puis pour que les gens puissent marier de façon à ce qu'il n'y ait pas de consanguinité entre les, le, la fille et le garçon. Fait que ça, c'était tout arrangé, puis c'était toute une procédure déjà établie, et puis c'est comme ça que les familles s'organisaient. Et puis, je vous dirais que, tu sais, après chaque été, ben, ils prenaient des nouvelles, comment ça s'est passé, les décès, les naissances. Et c'est tout ça, c'était toute une structure. Puis l'été, ben, ils passaient la majorité de l'été au bord du fleuve pour le phoque aussi, le phoque, le loup marin, dans lequel il y a aussi beaucoup de médecine traditionnelle dans le Lomara. Et ça, c'est toutes des pratiques. Puis les légendes aussi. Tu sais, moi, le fait que de dormir dans une tente, là, puis c'est d'être en parallèle avec le sol, la terre-mère, là, tu sais, le sol, quand tu te couches, là, t'es en parallèle, t'es en lien avec la terre-mère, tu la sens. Puis quand c'est tout le sapinage qui est fait sur le tapis, c'est encore plus, c'est vivifiant, puis ça sent bon, puis tu sais, ça réénergise ton
ton âme. Puis, tu sais, il y a vraiment des avantages liés à ce type d'habitation-là que nos parents faisaient. Puis, le fait qu'on restait dans des tentes 10 par 10 ou 8 par 10, on était tous collés. La proximité était toujours là, le sentiment de sécurité, le sentiment de famille, c'était toutes des choses puis qu'on pratique encore quand on retourne en territoire. Mais Puis, Adéline, tu rends mon travail tellement facile. J'ai rien à faire. J'ai pas à te poser de questions. Tu as tout anticipé déjà avec les questions qu'on a préparées ensemble. Mais malheureusement, le temps file, puis je voudrais ouvrir l'espace aux gens. Mais avant, on peut-tu prendre peut-être juste un petit 5 minutes pour parler de de ton expérience de vice-chef, puis un peu les défis que tu rencontres aujourd'hui dans ton expérience de vice-chef. Puis je te laisserai conclure ce petit 5 minutes par un message que tu voudrais laisser aux générations futures et à la jeunesse aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur cette conciliation de la culture inoue, de la transmission versus les défis auxquels ils font face. Alors, si tu pouvais faire ça en 5 minutes, puis après ça, on aurait un peu de temps pour peut-être passer aux questions. Merci. OK. Mon chapeau de vice-chef me permet de l'opportunité d'échanger avec les gens de la communauté. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça m'amène à grandir, puis c'est eux autres mêmes qui me forgent à être une vice-chef. Parce qu'en me disant, Adéline, tu ne devrais pas faire ça. Adéline, tu devrais faire ça. Fait que c'est tout ça, ces messages-là, ces mots-là que les gens me donnent, ben c'est ça qui fait que je suis rendue un peu à l'image de ce que je devrais être comme chef. Et puis les défis, ben c'est le fait que tu sais, des fois on a des divergences d'opinion. C'est pas simplement le fait que tu sais, quelqu'un d'autre d'entre mes collègues élus n'a pas le même opinion que moi, ben on va falloir trouver un terrain d'entente. Des fois, c'est pas facile. Puis le fait qu'on est comme sous-financé. Le sous-financement fait de nous comme il faut gérer, jongler avec ce qu'on a de disponible comme budget pour pouvoir répondre à des besoins de formation, à des besoins de logement, à des besoins de santé, des besoins d'éducation. Fait que là, particulièrement à l'aspect culturel, il y a un défi à ce niveau-là aussi parce qu'on peut pas répondre à l'ensemble de la communauté qui demande, tu sais, le fait d'être retourné au territoire à la même période. Ça aussi, on a comme un genre Mais dans l'autre côté, les choses que je pourrais vous dire, c'est les femmes. La voix de la femme est importante parce qu'au niveau, il y a longtemps maintenant que la voix de l'homme qui était la personne, le dirigeant de la famille, celui qui décidait. Maintenant, c'est rendu que la femme aussi décide. Puis c'est la femme aujourd'hui qui exprime les besoins des enfants, qui exprime les besoins d'enseignement, qui exprime le besoin de renforcer l'identité. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de valorisant pour moi en tant que vice-chef de faire entendre cette voix-là par les femmes. Puis je pense que à ce niveau-là, il faut que des femmes de plus en plus occupent des postes au niveau politique. Puis comme à Pessamit, c'est une femme maintenant qui est chef, Mme Marielle Vachon, et à la communauté chez les Atikamekw, à la communauté de Wemontachi, qui est Mme Viviane Chilton. Fait que de plus à Kawatikamash aussi, Mme Teresa. Fait que ça, c'est des choses qui de plus en plus changent. Puis la perception aussi, il faut que ça change, puis qu'on fasse confiance aux femmes qui veulent prendre le leadership dans ce rôle-là de vice-chef. Mais sauf que
la gouvernance locale n'est pas les mêmes pour partout, hein. Mais ici, la gouvernance locale n'est pas les mêmes que la communauté de Ouachat Malutenam et non plus à Notachwan. Fait que la communauté locale est différente et puis il y a des bons côtés, il y a quelque chose aussi à améliorer parce qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, qu'il faut comme des choses qu'il faut élargir, de nouveaux politiques, avoir des plans de carrière, avoir tu sais, pour quelqu'un qui veut faire une plainte, on sait l'ouverture est là, on n'a pas de système de plainte. On a, c'est des choses au niveau gestion, mais qu'on n'a pas le choix de faire développer. Puis si on veut faire avancer la communauté, ben c'est de cette façon-là, de la façon dont la qualité et la formation à l'enseignement et la qualité aussi de la formation au niveau culturel. Et puis pour le message que j'aimerais donner aux gens, d'abord aux autochtones, mais de se renforcer l'identité, forger l'identité de façon à être comprise. Les gens aujourd'hui comprennent qu'il y a eu, oui, les pensionnats, il y a l'existence de la loi sur les Indiens, mais ne comprennent pas pourquoi et comment ça s'est fait. Qu'est-ce qui a fait que les impacts sont aussi majeurs depuis ça, avec tous les maux, les problèmes sociaux, le décrochage, les gens avec qui, tu sais, les parents, les relations et tout ça, fait que il faut revenir à la source. La source, c'est le territoire. Les origines. Vous êtes d'origine où? Je suis d'origine du Nitassinan. Je suis d'origine de notre territoire. C'est là que je m'affirme. C'est là que j'ai tous les mots que j'ai besoin de parler, de l'utiliser, de travailler. Fait que ça, mon origine, c'est le Nitassinan. Fait que ça, je pense que les Autochtones, dans ce sens-là, devraient peut-être plus être de comment. C'est le comment qui, des fois, les gens comprennent, oui, les allochtones comprennent, oui, mais ne savent pas comment, pourquoi. C'est juste le fait que, le pourquoi. Pourquoi que j'ai ça? Pourquoi ça a été fait de cette façon-là? Ça a toujours été fait, ça fait des millénaires. Comme je vous disais, la médecine traditionnelle que porte le caribou, les oreilles du caribou, ils ont une médecine traditionnelle. Ici, c'est le tibia, ça c'est un outil qu'on utilise pour gratter le côté du poil du caribou. Comme vous avez vu la fiche. La fiche, pour moi, représente le passé, le présent, le futur. Pourquoi le passé? C'est parce que c'est là qu'on a toujours transmis. Encore aujourd'hui, on fait on nettoie la peau de caribou de façon millénaire avec des gestes millénaires que nos parents nous ont transmis. Puis cette façon-là devrait être connue de tout le monde, des autochtones de la nation Innu. Puis malheureusement, il y a encore des gens qui ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont pas eu la connaissance. Les gens ben, sont morts les gens qui sont morts pensionnés des attaques atroces qui se sont arrivées. Et pour allochtones et autochtones, ben, je dirais que il faut comprendre le contexte sociopolitique, le contexte territorial, le contexte culturel, parce que le Innu et Moon, là, les mots, tout ça là, se trouve dans le territoire. C'est dans le territoire que je peux dire et m'exprimer tout ça. Mais tandis qu'ici, entre quatre murs, dans une maison, il y a certains mots encore qu'on a, mais il y a d'autres mots comme l'ordinateur. C'est pas des mots qu'on retrouve dans le territoire. Des choses, mais ça, il va falloir s'adapter. Puis comme les peuples autochtones, ils ont une forte résilience, ben, ils vont savoir comment s'adapter. Puis ça, j'ai pas de crainte à ça. Mais il faut aussi s'informer. On a l'obligation, en tant que Première Nation, on a l'obligation d'informer
ceux qui ne connaissent pas la culture, ceux qui ne connaissent pas la langue et ceux qui ne connaissent pas le comment, le pourquoi. Pourquoi ce jouet-là faisait dormir des fois les bébés? Pourquoi? Comment ça a été fait? Qui l'a fait? C'est ça les questions maintenant qu'il faudrait travailler. Puis c'est pas simplement un objet, là. Ça a une histoire, ça a une valeur, ça a un rattachement. Tout ça, c'est fait avec le pot de caribou. Puis c'est pour ça, je vous dis que l'importance du pot de caribou, on peut se vêtir, puis on peut aussi faire des objets utiles pour maintenir aussi cette relation-là avec les enfants. Fait que de s'informer, de comprendre, puis de pas, d'oser aller vers les aînés. Les aînés, c'est comme une bibliothèque. C'est tout un bagage de connaissances de plusieurs niveaux, de plusieurs aspects concernant le développement, concernant l'estime de soi, concernant tout ce que vous pouvez penser. Ben, les aînés, de par leur expérience, de par leur bagage, vont vous guider, vous orienter, vous conseiller. Fait que c'est de pas hésiter à aller vers eux pour demander conseil. Puis je pense que ils ne sont pas un simple personne âgée en voie de faiblir ou de mobilité réduite. Là. Moi, je ne les considère pas comme ça, mais quand je m'en vais les voir, je prends le temps de prendre un thé avec eux autres et de jaser. Ils ont besoin de ces livres. Ils ont besoin de dire, de partager. Puis ils nous le disent, hein, quand il y a des rassemblements, les aînés nous disent, pendant qu'on est là, posez-nous des questions, on va vous répondre. Fait que c'est tout cet avantage-là de les avoir près de nous. Puis c'est comme avoir, tu sais, un point de référence pour ça. Fait que moi, je dirais aux jeunes de ne pas hésiter à aller les consulter. Ben, merci beaucoup, Chinish. Mr. Chinish Komitnin, Adeline Basile. Je n'ai pas osé t'interrompre parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et puis c'est important que tu prennes cet espace pour partager tout ton savoir qu'on sait qui est très, très profond et 1 heure, 40 minutes, c'est pas suffisant. Donc, je voudrais te remercier grandement. Je pense pas, Gabrielle, on a le temps d'une question. Non, hein? Non. Alors, on va, vous pouvez quand même nous envoyer vos questions, cependant, à travers l'École de leadership, d'écologie et d'équité. Et ça va me faire plaisir de les transmettre en votre nom à Madame Basile. Puis ça va lui faire plaisir, je suis certaine, Adéline, hein, de répondre aux questions. Oui. Encore merci à tout le monde d'avoir été présent et merci Adéline pour ce temps précieux. Je laisse la parole à ma collègue Bianca Bricciu. Merci beaucoup, Madame Adeline Bazile. C'était vraiment un plaisir de vous écouter. Je pense que votre histoire et la richesse de ce que vous avez partagé avec nous nous donne une vision un peu nuancée et aussi vivante de votre contexte de vie et de travail. Merci beaucoup pour ça et merci beaucoup, Nawel, pour avoir invité Madame Bazile d'être avec nous aujourd'hui. Alors, notre école va prendre une petite pause d'activité pour le mois de juin, mais nous avons hâte de vous revenir à l'automne avec plein d'activités. Cet automne sera marqué par la première cohorte en français et en anglais de notre maîtrise en leadership, écologie, équité et notre diplôme en équité, diversité et inclusion. Alors, suivez-nous sur nos pages de médias sociaux afin de rester à l'affût de prochaines nouvelles. Et Gabrielle, elle va partager aussi la conclusion avec vous et aussi le vidéo avec un courriel de remerciement. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, tout le monde, et merci beaucoup à Madame Basile et professeur Nawel Hamidi. À la prochaine.